Le 14 mars 1879, 3 fermiers qui retournaient dans la terre pour les semailles hommes de printemps dans le comté de Clearfield, en Pennsylvanie, entendirent un son qui glaça leur sang, un cri étouffé, venant de sous la terre elle-même. En suivant le bruit jusqu'à une parcelle de sol fraîchement remuée, près d'une ferme abandonnée, ils découvrirent une main d'homme émergeant de la terre, les doigts bougeant encore, grattant désespérément la terre tassée au-dessus. Ce qu'ils extirpèrent de cette tombe improvisée était à peine reconnaissable comme humain, couvert de terre, les yeux fous de terreur, incapable d'articuler des mots cohérents. L'homme qu'ils sauvèrent s'appelait Silas Cunningham, un fermier local disparu depuis 3 jours. Et lorsque le shérif du comté parvint enfin à obtenir sa confession sur qui l'avait enterré vivant et pourquoi, le témoignage révéla un secret de famille si dérangeant que les transcriptions du procès furent scellées pendant des décennies. 3 fils, issus de la même lignée, tordus sur elle-même au fil des générations, avaient zombé décidé du châtiment de leur père pour des péchés qu'aucun étranger n'aurait jamais pu comprendre. Avant de plonger dans l'un des chapitres les plus sombres de la Pennsylvanie, fais-moi une faveur. Si tu écoutes depuis la Pennsylvanie, ou de n'importe quel endroit où se sont déroulées ces tragédies cachées d'Amérique, laisse un commentaire pour dire d'où tu regardes. Abonne-toi, car ce que tu vas entendre remettra en question tout ce que tu croyais savoir sur l'isolement familial, et sur ce qu'il advient quand une lignée de sang se replie sur elle-même trop longtemps. Le commencement du silence. L'histoire de la famille Cunningham ne débute pas avec la violence, mais avec le silence, celui qui s'installe lorsqu'un lieu s'habitue à des secrets si terribles qu'ils deviennent des faits ordinaires. En 1879, le comté de Clearfield occupait une zone rude du centre de la Pennsylvanie, là où le plateau d'Allegheny rencontrait des forêts infinies de pins et de bois durs. Le comté avait été colonisé à la fin du XVIIIe siècle, principalement par des immigrants écossais, irlandais et allemands, des familles en quête de terres bon marché et d'un isolement complet loin des villes côtières. À l'époque de notre offre histoire, Clearfield comptait environ 20 000 habitants dispersés sur plus de 2300 km² de terrains accidentés, des villes minières autour des gisements de charbon, des camps de bûcherons apparaissant puis disparaissant au gré des saisons, et des fermes isolées où des familles vivaient à des semaines de voyage de leurs plus proches voisins. La ferme des Cunningham se trouvait dans le coin nord-ouest du comté, le long d'un chemin caouteux reliant le village minier d'Osceola Mills à la ville forestière de Phillipsburg. La propriété comptait environ 80 acres de terre pauvre, un sol rocailleux, rétif à la culture, des collines abruptes couvertes d'arbres rabougris et un ruisseau fort au printemps mais presque sec en été. La maison, construite dans les années 1820, était une bâtisse à 2 étages en bois, locale, grisée par le temps. 2 petites fenêtres par étage, une cheminée en pierre du côté nord, un porche affaissé à l'avant et une cave creusée dans la colline derrière. Le père Silas Cunningham avait 57 ans en 1879, mais en paraissait bien 10 de plus. Des années de dur labeur avaient courbé son dos, l'arthrite tordait ses mains, et une vie de malnutrition l'avait laissé maigre et aux yeux creusés. Il mesurait à peine 1,65, aussi mince qu'un piquet de clôture, avec des cheveux bruns filasses virant au gris et une barbe taillée irrégulièrement avec des cisailles à mouton. Ses vêtements, un pantalon de laine grossière maintenu par des bretelles de corde, une chemise de coton taché et des bottes rafistolées plusieurs fois avec du cuir récupéré sur des bêtes mortes. Mais l'apparence de Silas importait peu comparée à celle de ses 3 fils, ceux qui faisaient éviter la ferme des Cunningham, ceux dont le seul nom faisait se signer les voisins, ceux qui mettaient mal à l'aise même le shérif du comté. Les fils Josiah, l'aîné, avait 31 ans. Il mesurait près d'1,80 m, mais marchait avec une forte inclinaison qui le faisait paraître plus petit. Sa tête, allongée d'avant en arrière comme un œuf, présentait un front proéminent et un menton fuyant. Ses yeux bleu clair, écartés,
lui donnait une expression vide que beaucoup prenaient pour de la bêtise. Ses mains étaient énormes, les articulations rouges et gonflées, les doigts ne se redressant jamais complètement. Il parlait rarement, et sa voix, pâteuse et traînante, semblait trahir une langue trop grande pour sa bouche. Caleb, le fils du milieu, 28 ans, était plus petit mais plus large d'épaules, bâti pour la force brute. Pourtant, son visage semblait déformé. Un œil plus haut que l'autre, des oreilles assaillantes, une bouche toujours entr'ouverte, révélant des dents tordues. Il avait l'habitude de se balancer d'avant en arrière lorsqu'il restait immobile. Un mouvement régulier, presque hypnotique, mais profondément inquiétant. Il parlait mieux que Josiah, mais butait sur certains sons, les remplaçant par des consonnes simples. Néhémie, le plus jeune, avait 24 ans. Petit, à peine 1,62 m, mais musclé, nerveux, chaque fibre de son corps semblant sous tension. Son visage portait les marques les plus visibles de ce que le médecin local décrira plus tard comme des troubles héréditaires dégénératifs. Un fort prognatisme, un nez aplati, des oreilles déformées. Mais contrairement à ses frères, ses yeux brillaient d'une intelligence dure et calculatrice, ce qui le rendait d'autant plus inquiétant. C'était lui qui gérait les rares échanges du domaine avec l'extérieur, lui qui parlait au nom de la famille lorsqu'il croisait un voisin. Les origines du mal. L'isolement des Cunningham remontait à 2 générations. Dans les années 1820, Ezra Cunningham, le grand-père de Silas, avait acheté la terre et bâti la ferme. Il était venu de l'Est, certains disaient de New York, d'autres du New Jersey, avec sa femme et 2 jeunes enfants. Mais sa femme mourut durant le premier hiver, et Ezra éleva seul ses enfants, un fils nommé Josiah l'aîné et une fille, Rebecca. Ce qui arriva ensuite ne fut jamais dit à voix haute, mais murmuré dans les campagnes. Ezra ne se remaria jamais. Rebecca ne quitta jamais la ferme pour épouser un autre homme, et lorsque Josiah, devenu adulte, resta lui aussi sur la propriété, les soupçons devinrent certitude. Les registres paroissiaux luthériens n'indiquent qu'un seul mariage dans la famille, Cunningham, Josiah Cunningham épousant Rebecca Cunningham en 1832. Le certificat ne mentionne nulle part qu'ils étaient volétifs frères et sœurs. De cette union naquit Silas en 1822 avec 2 autres enfants morts en bas âge. L'isolement et la faim. Silas épousa plus tard Martha Yoda, fille d'immigrés allemands du comté voisin. Elle donna naissance à 3 fils, Josiah, Caleb et Néhémie, avant de mourir en 1858, alors que le plus jeune n'avait que 3 ans. Le médecin parla de « dépérissement inexpliqué ». Silas éleva seul ses fils, comme son père avant lui. Les garçons grandirent dans un isolement presque total, sans école, sans fréquentations extérieures, apprenant à lire à peine grâce à leur père. La ferme peinait à nourrir la famille. Quelques porcs, des poules, un potager maigre et la chasse pour survivre. Dans les années 1870, la ferme Cunningham était devenue un lieu à éviter. Les voyageurs racontaient avoir vu les Fields travailler dans les champs. Leurs apparences et leurs comportements étranges suffisaient à les mettre mal à l'aise. Des rumeurs couraient, qu'ils parlaient leur propre langue, qu'ils pratiquaient des rites impurs, qu'on les avait vus exécuter des rituels inquiétants dans la forêt. Les voisins les plus proches, la famille Hofmeister, vivaient à 3 kilomètres. Wilhelm Hofmeister disait avoir plusieurs fois proposé son aide, pour les récoltes, pour des prêts d'outils, pour les fêtes, mais toujours, il recevait des refus secs. L'hiver 1878-1879 fut particulièrement rude. La neige tomba sans relâche de novembre à mars, isolant complètement la ferme. Les vivres s'épuisèrent, le bétail mourut, et dans cette maison où 4 hommes vivaient enfermés pendant des mois, quelque chose céda. Le jour où tout bascula. Les événements menant à l'enterrement vivant de Silas Cunningham commencèrent le 11 mars 1879, même si les tensions couvaient depuis tout l'hiver. La maisonnée vivait dans un silence empoisonné, les repas avalés sans un mot, chacun enfermé dans ses rancunes. Le déclencheur immédiat, selon le témoignage ultérieur de Silas, fut une dispute sur les rations.
L'hiver avait épuisé les réserves. En mars, leur alimentation se limitait à de la bouillie de maïs et à quelques morceaux de lard salé. Silas, en patriarche, contrôlait la distribution. Quand Caleb se plaignit que sa part était insuffisante, Silas répondit durement, avec des mots humiliants. L'argument monta vite. Caleb, à bout de faim et de frustration, osa défier son père comme jamais auparavant. Josia, habituellement passif, prit le parti de son frère. Néhémie, le plus éloquent des trois, exprima à voix haute les griefs qui, apparemment, couvaient eux depuis des années, leur isolement, leur pauvreté et le contrôle rigide que leur père exerçait sur chaque aspect de leur vie. Ce qui émergea de la confrontation fut une litanie d'accusations qui laissait entrevoir un foyer gouverné par la peur et les punitions arbitraires. Les fils affirmaient que Silas les avait battus régulièrement durant leur enfance et qu'il continuait à les menacer de violence, même maintenant qu'ils étaient devenus des hommes. Ils l'accusaient de les avoir délibérément maintenus dans l'isolement, les empêchant de chercher des épouses ou de fonder leur propre foyer, exerçant son emprise à travers la manipulation émotionnelle et les menaces d'abandon. Silas, pour sa part, soutenait qu'il n'avait fait que ce qui était nécessaire pour maintenir la famille unie, préserver la propriété et empêcher les étrangers de découvrir les secrets familiaux qui auraient entraîné la honte et des conséquences juridiques. La nature de ces secrets ne fut pas entièrement révélée pendant la dispute, mais les implications étaient l'ilsote claires. Les fils savaient que leur père était le fruit d'une union incestueuse et comprenaient que leurs propres apparences étranges et leurs difficultés mentales provenaient probablement de générations de consanguinité. Ils se craignaient que si la vérité éclatait, ils seraient enfermés dans un asile, ou pire. La dispute se poursuivit tout au long de la matinée et jusque dans l'après-midi. Les voix montaient, les vieilles blessures se rouvraient. Des décennies de ressentiment se déversaient dans cette ferme étroite. À un moment, les fils commencèrent à communiquer entre eux par des regards et des gestes subtils, un langage qu'ils avaient développé au fil des années passées ensemble dans un espace clos. Néhémie, le plus intelligent, semblait diriger quelque chose, bien que ses intentions restassent obscures. Le soir venu, la confrontation atteignit un point critique. Silas, épuisé par des heures d'argumentation et sentant peut-être un véritable danger, tenta de mettre fin à la dispute en se retirant dans sa chambre, à l'étage. Mais ses fils le suivirent, bloquant son passage et l'empêchant de fuir. La lutte physique qui s'ensuivit fut décrite par Silas dans son témoignage comme une confusion de mains et de corps. 3 hommes en maîtrisant un seul, le poussant dans l'escalier, le forçant à sortir dehors dans la froide nuit de mars. Silas n'était pas vêtu pour affronter le froid. Il portait seulement ses vêtements d'intérieur, ni manteau, ni chapeau, ni gants. La température avoisinait le point de congélation et une fine neige tombait. Il supplia ses fils de le laisser rentrer, mais ils refusèrent et barricadèrent la porte. À travers la fenêtre, il les vit discuter, leur visage indiquant qu'ils décidaient de son sort. Ce qui arriva ensuite défia toute compréhension, jusqu'à bien plus tard. Les 3 fils sortirent de la maison, portant des pelles, une corde et une bâche en toile. Ils forcèrent Silas, désormais trop transi et apeuré pour résister, à marcher vers un coin du terrain derrière la cave, où la terre était plus meuble. Là, à la lumière d'une lampe, ils commencèrent à creuser. Silas pensa d'abord qu'ils creusaient sa tombe pour l'y enterrer après l'avoir tué, que ce n'était qu'une préparation pour se débarrasser de son corps. Mais lorsque la fosse atteignit environ 1,20 mètres de profondeur, il comprit quelque chose d'encore plus horrible. Il n'allait pas le tuer d'abord. Il comptait l'enterrer vivant, le laisser conscient sous terre, éveillé et souffrant. Une punition plus cruelle encore qu'un meurtre. Les fils travaillaient calmement, méthodiquement, comme s'ils avaient tout planifié. Quand la fosse fut prête, ils forcèrent Silas à y descendre, le poussant jusqu'à ce qu'il soit étendu au fond, trop faible et trop gelé pour se relever. Ils l'enveloppèrent ensuite grossièrement dans la bâche, non pour le protéger, mais pour éviter que la terre ne l'étouffe immédiatement.
afin qu'ils restent en vie un certain temps sous terre. Néhémie expliqua alors leur raisonnement, des paroles que Silas rapporterait plus tard aux autorités. Leur père les avait enterrés. Enterrer leur potentiel, leurs avenirs, leur chance d'avoir une vie normale, par ses actes et la honte du sang qu'il leur avait transmis. Maintenant, il allait connaître cet enterrement au sens propre, comprendre ce que signifie être piégé sans issue, et aurait le temps de méditer ses péchés avant que la terre ne le réclame définitivement. L'ensevelissement commença vers 9 heures du soir. Les fils jetaient à terre lentement, délibérément, laissant à Silas le temps de comprendre ce qui se passait, de sentir chaque couche de sol peser un peu plus lourdement sur lui. Ils laissèrent une petite poche d'air près de son visage, suffisante pour lui permettre de respirer quelque temps, et disposèrent la bâche de manière à empêcher la terre de s'effondrer aussitôt sur lui. La dernière couche fut bien tassée, faisant ressembler l'endroit à une simple portion de terre, récemment retournée, plutôt qu'à une tombe. Avant de rentrer, les fils restèrent debout, au-dessus de la fosse pendant plusieurs minutes, écoutant. Ils pouvaient entendre des bruits étouffés, les tentatives de leur père pour crier, les grattements de ses mains contre la bâche et la terre. Satisfaits qu'il fût bien enfermé et qu'il souffrit, ils ramassèrent leurs outils et rentrèrent, refermant la porte sur la nuit de mars et sur l'homme enterré dans leur cour. À l'intérieur, selon les enquêtes ultérieures, les fils se comportèrent avec une inquiétante normalité. Ils préparèrent le repas, mangèrent, nettoyèrent la vaisselle. Ils ravivèrent le feu dans la cheminée, arrangèrent leur couchage et suivirent leur routine du soir comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. L'absence de leur père ne fut pas évoquée. Les bruits qui pouvaient en venir de la fosse furent ignorés ou non perçus. Silas, enterré à plus d'1 mètre sous la terre de Pennsylvanie, endura sa première nuit dans la tombe. La bâche avait créé une petite cavité près de son visage, juste assez pour respirer, mais trop étroite pour bouger. Le poids de la terre le pressait de tous côtés, provoquant une panique qu'il s'efforçait désespérément de contenir. Il n'entendait rien venant d'en haut. Aucune voix, aucun son, laissant espérer un secours. Le froid s'infiltrait dans son corps, l'humidité du sol trempait ses vêtements. L'hypothermie commença son lent travail. Il tenta de crier, mais la terre étouffait sa voix, transformant ses appels en sons étouffés qui ne pouvaient déporter à plus de quelques 2 mètres. Pour comprendre comment une famille put en arriver au point où des fils enterrèrent leur père vivant, il faut examiner les décennies qui précédèrent ce 11 mars 1879 et l'accumulation progressive de la dégradation qui survient lorsque les lignées se replient sur elles-mêmes et que l'isolement devient total. Les problèmes de la famille Cunningham commencèrent, comme mentionné, avec la décision d'Ezra d'autoriser, voire d'encourager, le mariage entre ses enfants Josiah et Rebecca. Que cela ait été une décision pratique née de l'isolement, un choix délibéré basé sur des croyances de pureté du sang, ou simplement le résultat d'une promiscuité prolongée dans un espace restreint, les conséquences furent biologiques et psychologiques. Silas, le produit de cette union, présentait moins d'anomalies physiques apparentes que ses propres fils plus tard. Mais ceux qui l'avaient connu dans sa jeunesse rapportaient qu'il apprenait lentement, se mettait facilement en colère et n'était pas adapté à la société ordinaire. Il reçut peu d'éducation. L'éloignement de la ferme empêchait toute scolarisation régulière, et ses parents, à la lecture limitée, ne purent lui enseigner grand-chose. À l'adolescence, Silas était devenu essentiellement un ouvrier sur la propriété familiale, obéissant sans question aux ordres de son père, développant peu de pensée ou d'ambition personnelle. Quand son père Josiah mourut en 1842, laissant Silas, âgé de 20 ans, gérer la ferme, le jeune homme fut submergé par des responsabilités qu'il n'était pas capable d'assumer. La propriété commença à se détériorer. Les clôtures restaient sans réparation, les champs non cultivés, le bétail errait. Les fermiers du voisinage racontaient avoir trouvé Silas confus, incapable de prendre des décisions élémentaires sur les semailles ou les récoltes, survivant plus par chance que par compétence. Son mariage avec Martha Yoda
en 1845, fut arrangée par le père de celle-ci, propriétaire de la boutique générale d'Oyola Mills, qui savait que la ferme Cunningham avait besoin d'une présence féminine. Martha avait 19 ans, Silas 23. Ce n'était pas un mariage d'amour. Le père de Martha l'avait essentiellement vendue en échange du règlement de dettes contractées par Silas. Les premières de lettres de Martha à sa sœur, conservées dans les archives familiales et plus tard utilisées comme preuve, brossent un tableau inquiétant de la vie dans la ferme Cunningham. Elle décrivait Silas comme puéril dans sa pensée, dominé par des humeurs changeantes, effrayé par tout changement ou défi à sa routine. Elle évoquait l'isolement, les semaines passant sans voir âme qui vive, le silence de la maison et les disparitions de Silas dans les bois pendant des jours, revenant sale et désorienté. La naissance de leurs 3 fils, Josiah en 1848, Caleb en 1851 et Néhémie en 1855, apporta un fardeau supplémentaire. Les lettres de Martha mentionnaient que chaque enfant présentait un développement anormal, des retards à marcher et parler, des traits physiques étranges dès la naissance et des comportements inquiétants. Elle écrivit vouloir consulter un médecin, mais le plus proche était à Phillipsburg, à une journée de route sur des chemins mauvais, et Silas refusait que quiconque examine les garçons. En 1858, les lettres de Martha prirent un ton désespéré. Elle se disait piégée, incapable de partir avec 3 enfants, mais convaincue qu'il y avait quelque chose de profondément mauvais dans la famille qu'elle avait épousée. Sa dernière lettre, écrite quelques semaines avant sa mort, mentionnait avoir découvert des choses sur la famille de Silas qui expliquent beaucoup, mais rendent tout pire. Bien qu'elle n'ait pas précisé ce qu'elle avait appris, sa mort fut officiellement attribuée à une pneumonie, mais le médecin nota des ecchymoses étranges et des signes de malnutrition prolongée, suggérant la négligence ou pire. Cependant, dans la Pennsylvanie rurale de 1858, la mort d'une épouse de fermier n'était pas assez inhabituelle pour susciter une enquête, surtout dans une propriété isolée sans témoin. Après la mort de Martha, le foyer Cunningham sombra davantage dans la désorganisation. Silas, incapable d'être un père seul, éleva ses 3 fils avec un mélange de discipline brutale et de négligence. Les garçons reçurent presque aucune éducation. Silas savait à peine lire lui-même et ne fit aucun effort pour leur enseigner autre chose que les rudiments de la survie. Ils apprirent à cultiver en observant, à parler en imitant leur père et eux-mêmes, mais n'apprirent jamais les normes sociales. À mesure que les garçons traversaient l'enfance et l'adolescence, leurs anomalies physiques et mentales devinrent plus marquées. Le développement cognitif de Josiah accusait un retard important. À 10 ans, il fonctionnait au niveau d'un enfant beaucoup plus jeune, capable d'effectuer des tâches simples par imitation, mais incapable de raisonner ou de comprendre des concepts abstraits. Caleb montrait davantage de capacités, mais avait de grandes difficultés à réguler ses émotions, oscillant entre un mutisme renfermé et des accès de colère violents. Néhémia, le plus jeune, se développait de façon plus normale, mais avec une qualité calculatrice qui laissait penser qu'il comprenait plus qu'il ne le montrait. L'isolement des garçons faisait qu'ils formaient entre eux leurs principaux liens affectifs, plutôt qu'avec leur père. Ils développèrent leur propre schéma de communication, un mélange d'anglais standard, de mots inventés et de gestes, qui fonctionnait presque comme un langage privé. Ils travaillaient efficacement ensemble aux tâches de la ferme, mais montraient de peu d'aptitude à interagir avec des étrangers lors des rares occasions où un contact se produisait. Wilhelm Hofmeister, le fermier voisin, se souvenait d'un incident survenu vers 1868 lorsqu'il rencontra les 3 fils Cunningham travaillant dans un champ près de la limite de sa propriété. Il tenta d'engager une conversation amicale, demanda des nouvelles de leur père et proposa de prêter du matériel pour la récolte. Les garçons le fixèrent sans répondre, leurs expressions si étranges et leur silence si absolu qu'Hofmeister finit par se retirer, troublé par la rencontre. Il déclara plus tard que ces garçons semblaient plus proches d'animaux sauvages que d'enfants chrétiens, bien élevés. Un jugement sévère, mais qu'il maintint jusqu'à sa mort.
Lorsque les fils atteignirent l'âge adulte, la question de leur avenir devint de plus en plus problématique. En temps normal, de jeunes hommes auraient quitté la maison paternelle pour chercher du travail, fonder leur propre famille, bâtir une vie indépendante. Mais les fils Cunningham manquèrent de compétences sociales, d'éducation et probablement de la capacité mentale nécessaire pour fonctionner dans une société ordinaire. Ils étaient piégés à la ferme par leurs limites, et Silas était piégé avec eux par sa responsabilité et son incapacité à imaginer d'autres options. La décennie des années 1870 apporta des tensions croissantes. Les fils, désormais physiquement mûrs et robustes à force de travail, ne craignaient de plus les punitions physiques de leur père. L'autorité de Silas reposait désormais sur le contrôle psychologique plutôt que sur la force. Il contrôlait l'accès au monde extérieur, gérait les maigres revenus de la ferme, décidait de tous les achats et ventes. Les fils commencèrent à se rebeller contre cette emprise, surtout lorsqu'ils prirent en conscience que d'autres hommes de leur âge vivaient différemment, avaient des épouses, possédaient des terres, prenaient leurs propres décisions. Néhémia, qui accompagnait parfois son père au magasin général, observait avec ressentiment les autres familles. Il voyait des hommes plus jeunes que lui posséder leurs fermes, parler avec assurance aux commerçants, être traités avec respect par la communauté. Il prit de plus en plus conscience du regard de pitié, de dégoût ou de peur que la société portait sur les Cunningham et comprit que la réputation familiale les condamnait à l'exclusion. Les fils commencèrent à discuter entre eux de leur situation, à l'insu de leur père. Ils parlaient d'arrêt de partir, de réclamer leur part de la propriété, de forcer leur père à leur accorder l'indépendance. Mais ils comprenaient aussi, au moins confusément, qu'ils étaient mal préparés à la vie hors de la ferme. Leur apparence étrange les ferait remarquer partout. Leur éducation limitée et leur manque de savoir-vivre rendraient donc toute recherche d'emploi difficile, et la sombre réputation familiale, si elle les suivait, leur fermerait bien des portes. À l'hiver 1878-79, la situation devint intenable. Les fils étaient alors dans la trentaine, bien au-delà de l'âge où l'on quitte normalement la maison paternelle. Silas approchait de la soixantaine, sa santé déclinait et sa capacité à gérer la ferme diminuait. La propriété elle-même se dégradait, les clôtures s'effondraient, les champs étaient épuisés, les bâtiments tombaient en ruine. Tous comprenaient qu'un changement s'annonçait, mais nul ne savait sous quelle forme. Les rigueurs de l'hiver précipitèrent la crise. Confinés des semaines durant dans la ferme, incapables d'échapper à la présence les uns des autres, les tensions familiales s'amplifièrent. Les petites irritations se transformèrent en rancunes profondes, les vieilles blessures refirent surface. Et dans l'esprit calculateur de Néhémia, un plan commença à se former, une manière de résoudre leur situation en utilisant la même isolation et le même secret qui avaient causé leur malheur. Tandis que Silas Cunningham gisait enterré derrière sa propre cave à racines, luttant pour chaque souffle sous plus d'1 mètre de terre de Pennsylvanie, ses 3 fils se comportèrent de manière qui fournirait plus tard des indices cruciaux sur leur état mental et leur motivation. Le premier jour complet après l'enterrement, le 12 mars 1179, débuta normalement à la ferme Cunningham. Josiah, Caleb et Néhémia se levèrent à l'aube, prirent dans leur petit déjeuner de bouillie de maïs et se mirent à leurs tâches quotidiennes. Josiah nourrissait les quelques poules restantes et vérifiait les porcs. Caleb coupait du bois de chauffage. Néhémia s'occupait de la maison, nettoyait et rangeait. Mais certains détails trahissaient leur malaise. Aucun des 3 ne voulait s'approcher de la cave à racines où reposait leur père. Lorsqu'ils devaient passer près de la terre fraîchement retournée, ils accéléraient dans le pas sans regarder. Ils travaillaient dans un silence inhabituel, même pour eux. Dans l'après-midi, ils se réunirent dans la pièce principale de la maison. Néhémia, le plus éloquent, prit la parole. Il proposa qu'ils racontent à tout visiteur que leur père était parti à pied pour Phillipsburg acheter des provisions et n'était pas encore revenu. Une histoire plausible, bien qu'invraisemblable, en hiver. Ils répétèrent leur version pour être sûrs de la cohérence.
Mais un problème apparut, qu'aucun n'avait anticipé. Silas ne mourait pas aussi vite qu'il l'avait prévu. Ils entendaient encore des sons venant du lieu d'enterrement, des gémissements étouffés, des bruits de grattement. Le morceau de toile et la poche d'air qu'ils avaient laissé, censés prolonger son agonie d'un jour, le maintenaient en vie. Cela créa un dilemme moral, du moins pour Josiah et Caleb. L'acte initial d'enterrement avait été commis sous l'emprise de la colère, comme une punition symbolique. Mais à mesure que les heures passaient, leur père continuait de souffrir, et même leur empathie limitée commençait à se réveiller. Josiah, en particulier, montrait des signes de détresse. Il arpentait la maison, marmonnait, s'approchait parfois de la porte comme s'il allait revenir sur leurs actes. Néhémia s'efforçait de maintenir la résolution de ses frères. Il leur rappelait les cruautés de leur père, réelles ou imaginaires, et évoquait les promesses d'un avenir meilleur. Ils hériteraient de la ferme, pourraient pour la vendre, recommencer ailleurs, libres. Il attisait leur ressentiment, détournant leur culpabilité vers leur père. La deuxième nuit apporta une nouvelle horreur. Vers minuit, les trois frères furent réveillés par un son venu des profondeurs de la terre. Un martèlement faible et rythmique, comme quelqu'un frappant faiblement à une porte. Le bruit, quoique ténu, résonnait dans l'air froid de mars jusque dans la maison. Josiah voulut immédiatement déterrer leur père, mais Néhémia l'en empêcha, disant qu'il était trop tard pour reculer. Le troisième jour, 13 mars, se leva froid et clair. Les bruits avaient dû cesser avant l'aube, et le silence qui suivit était plus effrayant encore. Les fils s'approchèrent du lieu d'enterrement, écoutèrent, rien. Ils essayèrent de se convaincre que Silas était mort, que tout était fini, mais aucun n'eut le courage de vérifier. Ce même jour, le destin intervint sous la forme de trois fermiers voisins. Wilhelm Hofmeister, son fils aîné Johann, et un ouvrier nommé Thomas Byrne. En inspectant les limites de leur terre avant les semailles, ils s'étaient rapprochés de la ferme Cunningham et décidèrent d'aller prendre des nouvelles après l'hiver rigoureux. La réaction des fils à ces visiteurs fut maladroite. Néhémia les accueillit sur le perron, bloquant l'entrée d'une manière immédiatement suspecte. Interrogé sur l'absence de Silas, il répéta l'histoire apprise. Le voyage à Philipsburg, mais d'un ton mécanique et peu crédible. Ses frères, derrière lui, affichaient une nervosité qui ressemblait davantage à la culpabilité qu'à la timidité. Hofmeister, habitué à jauger les hommes, sentit aussitôt qu'il y avait un problème. Il demanda plus de détails. Quand Silas était-il parti? Par quel chemin? Pour quelle raison, alors que l'hiver n'était pas terminé? Les réponses de Néhémia devinrent évasives, contradictoires. Caleb intervint une fois pour ajouter un détail incohérent, avant de se taire sous le regard furieux de son frère. La conversation fut interrompue par un bruit que tous cinq entendirent, un cri sourd venu de l'arrière de la maison. Les frères prétendirent qu'il s'agissait du vent ou d'un animal, mais les visiteurs échangèrent un regard lourd de soupçons. Quand Hofmeister proposa de fouiller la propriété pour s'assurer que tout allait bien, Néhémia refusa catégoriquement, les chassant avec des paroles menaçantes. Les trois hommes ne battirent en retraite, mais ne quittèrent ni pas les lieux. Ils se cachèrent hors de vue et observèrent. Ce qu'ils virent au cours de l'heure suivante les convainquit d'agir. Les trois frères sortaient et rentrèrent sans cesse, s'approchant de la cave à racines, gesticulant avec agitation. Wilhelm Hofmeister prit sa décision. Il envoya son fils Johann à cheval jusqu'à Osceola Mills pour chercher le shérif du comté, tandis que lui-même et Thomas Byrne restaient sur place pour surveiller la ferme. Si Silas Cunningham avait disparu dans des circonstances suspectes, il fallait que la justice intervienne. Et s'il se passait autre chose, quelque chose qui expliquait à la fois le comportement étrange des frères et les bruits étouffés, cela aussi devait être éclairci. Depuis les fenêtres de la ferme, les frères Cunningham comprirent qu'ils avaient été observés. Néhémia insista pour maintenir leur version, affirmant que les voisins n'avaient aucune preuve de leur culpabilité. Mais la résolution de Josiah s'était entièrement effondrée. Il répétait sans cesse « Il faut le déterrer, il faut le déterrer », sa voix montant dans la panique. Caleb,
déchiré entre ses deux frères, restait incapable de choisir un camp. La dispute dégénéra en confrontation physique. Néhémia tenta de retenir Josia de force, mais celui-ci, plus grand et plus fort malgré ses limites mentales, se libéra et courut vers le lieu d'enterrement. Néhémia et Caleb le poursuivirent, et les trois frères se retrouvèrent près de la cave à racines où leur père avait été enterré 3 jours plus tôt. C'est à ce moment-là, vers 2 heures de l'après-midi du 13 mars, que Wilhelm Hofmeister et Thomas Byrne s'approchèrent de nouveau, ignorant les limites de propriété et les avertissements des frères. Ils arrivèrent juste au moment où Josia, à genoux, commençait à creuser frénétiquement la terre à main nue, jetant la terre derrière lui avec désespoir, tandis que Néhémia tentait de l'en empêcher. Hofmeister exigea de savoir ce qui était enterré là. Néhémia, comprenant que la situation lui échappait complètement, resta muet. Vaincu, Josia continua à creuser, bientôt rejoint par Caleb, qui avait manifestement décidé de l'aider. Puis, à environ 60 centimètres de profondeur, ils l'entendirent tous. Un léger bruit de griffure, suivi d'une voix humaine, faible mais distincte, appelant à l'aide. Les minutes suivantes furent chaotiques. Hofmeister et Byrne se mirent à creuser aux côtés des frères Cunningham, déterrant la tombe le plus vite possible. À environ 1 mètre, ils trouvèrent la bâche, la tirèrent de côté et découvrirent Silas Cunningham, vivant à peine. Son visage était couvert de terre, ses yeux fous de terreur et de soulagement, ses mains ensanglantées d'avoir gratté pendant 3 jours la terre au-dessus de lui. Ils le sortirent du trou et le transportèrent jusqu'à la maison, l'allongeant près du feu pour le réchauffer. Son état était critique, hypothermie sévère, déshydratation, lésions dues à la suffocation et un traumatisme psychologique si intense qu'il fut incapable de parler clairement pendant plusieurs heures. Mais il était vivant, contre toute attente, sauvé par la poche d'air que ses fils avaient laissée sans le vouloir, suffisamment grande pour lui permettre de respirer 3 jours durant. Les frères Cunningham ne tentèrent ni de fuir ni de résister. Ils s'assirent dans différents coins de la pièce. Josia pleurait à chaudes larmes, Caleb fixait le vide, et Néhémia affichait une expression qui laissait penser qu'il calculait déjà quelle version pourrait atténuer leur culpabilité. Lorsque le shérif Daniel McKay arriva d'Osceola Mills vers 4h de l'après-midi, accompagné de 2 adjoints et d'un médecin local, la scène qu'il découvrit était surréaliste. Un homme à moitié mort, soigné par ceux-là, même qui avaient tenté de l'enterrer vivant, tandis que des témoins gardaient la pièce pour prévenir toute violence. Les suites immédiates du sauvetage de Silas Cunningham plongèrent le comté de Clearfield dans une affaire sans précédent. Il s'agissait d'une tentative de meurtre, mais la victime et ses agresseurs étaient unis par le sang et des décennies d'isolement, rendant toute procédure juridique classique inadaptée. Le shérif McKay dut se demander que faire de ces 4 hommes dont les relations défiaient toute logique ordinaire. Silas fut transporté chez le docteur Frederick Steinman, à Osceola Mills, pour y être soigné. Ses blessures physiques étaient ruines et graves, mais pas immédiatement mortelles. Gelures aux doigts et aux orteils, déshydratation extrême, problèmes respiratoires dus à l'air humide chargé de terre respiré 3 jours durant, innombrables coupures et écorchures. Mais les dommages psychologiques étaient plus profonds encore. Pendant les 2 premiers jours après son sauvetage, Silas fut incapable de parler clairement, alternant entre un silence catatonique et un délire incohérent, comme si son esprit avait partiellement cédé sous le choc. Les 3 fils furent arrêtés et conduits à la petite prison de Clearfield, le siège du comté. Placés dans des cellules séparées pour éviter toute concertation, ils passaient néanmoins leur temps à s'appeler les uns les autres à travers les murs, plus préoccupés par leur séparation que par leur défense. Josia, surtout, montrait une détresse extrême. Il pleurait et appelait ses frères comme un enfant qu'on aurait arraché à ses parents. Lorsque l'état de Silas s'améliora suffisamment pour qu'il puisse être interrogé, le shérif McKay entama la difficile tâche de recueillir son témoignage.
Ce qui émergea au fil de plusieurs jours d'entretiens méticuleux expliquait beaucoup de choses, tout en laissant nombre de mystères intacts. Silas raconta la dispute du 11 mars, l'altercation autour de la nourriture et de son autorité, la décision de ses fils de l'enterrer vivant en guise de punition pour ce qu'il considérait comme une vie entière d'injustice. Mais lorsque Mackay chercha à obtenir des détails sur ces soi-disant injustices, Silas devint évasif. Le shérif, habitué à reconnaître la dissimulation, sentit que l'homme cachait quelque chose, un aspect de l'histoire familiale ou de la vie domestique qui expliquerait le geste des fils. Mackay entreprit alors sa propre enquête sur la famille Cunningham. Il interrogea les voisins, consulta les registres du comté, reconstitua une généalogie qui révéla l'origine des étranges traits physiques et mentaux des fils. Ce qu'il découvrit le bouleversa profondément. Le registre de mariage entre Josiah Cunningham, l'aîné, et Rebecca Cunningham portait le même nom de famille pour les deux époux, sans préciser leur lien de parenté. Il n'existait aucune trace de la mère de Silas avant ce mariage. Les anomalies physiques et mentales des fils correspondaient à ce que les médecins appelaient alors une dégénérescence héréditaire due à la consanguinité. Mackay se retrouva face à un dilemme moral et juridique. La loi de Pennsylvanie en 1879 interdisait le mariage entre proches parents, mais son application restait incertaine dans les zones reculées où la vie privée des familles passait avant toute ingérence et où les registres étaient souvent incomplets. Les unions incestueuses des Cunningham remontaient à une époque antérieure aux lois modernes, à un temps où la sanction était sociale plutôt que légale. Mais les conséquences de ces unions, trois hommes dont les capacités mentales et physiques étaient gravement altérées, étaient maintenant au centre d'un procès pour tentative de meurtre. Le procureur du comté, James Hartwell, arriva de Clearfield pour déterminer si le dossier pouvait être plaidé. Il interrogea séparément les trois frères et ses notes révélèrent la complexité de leurs états mentaux. Josiah était incapable d'expliquer clairement pourquoi ils avaient enterré leur père, répondant par des phrases de brisées et des raisonnements circulaires témoignant d'un véritable déficit cognitif. Caleb donna davantage de détails, mais ne semblait pas comprendre la criminalité de leurs actes, répétant sans cesse qu'ils n'avaient fait que ce que leur père méritait. Seul Nehemiah montra une pleine conscience de la gravité de la situation, mais ses réponses étaient calculées pour minimiser leur responsabilité. Il affirma que les abus de leur père et leur propre déficience mentale les avaient poussés à un acte qu'ils regrettaient désormais. La question de leur capacité à comparaître devint centrale. Le docteur Steinman, qui avait soigné Silas, fut chargé d'examiner les fils. Son rapport, daté du 25 mars 1879, fut un document exceptionnel pour l'époque. Steinman décrivit avec précision les anomalies physiques observées chez chacun, puis les relia à des déficits comportementaux et cognitifs. Josiah souffrait d'une déficience mentale marquée, d'une incapacité à raisonner abstraitement, d'une instabilité émotionnelle typique de l'arriération. Caleb présentait une meilleure fonctionnalité, mais un manque de sens moral et de contrôle des impulsions. Quant à Nehemiah, il était le plus lucide, mais manifestait une froideur calculatrice qui, selon le médecin, prouvait qu'il distinguait le bien du mal, et pouvait donc être tenu pour responsable. Le rapport contenait aussi une partie qui choqua les juristes, l'analyse généalogique et médicale des effets de l'endogamie prolongée. Steinman écrivait « Les caractéristiques physiques observées chez les accusés suggèrent fortement qu'ils sont issus d'unions consanguines sur au moins 2 générations. L'accumulation de traits héréditaires délétères a engendré des troubles allant de la déficience mentale sévère à des altérations plus subtiles du jugement et de la régulation émotionnelle. Ces individus peuvent accomplir des tâches physiques complexes, mais leur développement moral et social a été gravement compromis. Le langage médical était primitif selon les critères modernes, mais les conclusions de Steinman posaient une question essentielle. Si les actes des fils découlaient de déficiences mentales héritées, des conditions qu'ils n'avaient ni choisies ni pu éviter, étaient-ils pleinement coupables de leurs crimes?
ou leur responsabilité devait-elle être atténuée par la loi? Pendant ce temps, la guérison de Silas progressait lentement. Début avril, il retrouvait la parole, mais demeurait hanté. Cauchemars, crise de panique dans les lieux clos, incapacité à supporter l'obscurité. Il rechignait à témoigner contre ses fils malgré les pressions du procureur. Interrogé sur sa réticence, Silas fit une déclaration qui révéla toute la perversité du lien familial. « Ce sont mes fils, et je suis leur père. Ce qu'ils sont devenus, c'est aussi ma faute. Nous sommes tous prisonniers de ce que notre sang est devenu. » Cette phrase entraîna une nouvelle enquête, cette fois sur la responsabilité de Silas lui-même dans l'état de ses fils. Avait-il consciemment perpétué des relations incestueuses? Les preuves indiquaient que non. Son mariage avec Martha Yoda était légitime, et rien ne suggérait d'autres liaisons. Mais sa décision d'élever ses fils déficients dans un isolement complet, sans éducation ni contact social, souleva des accusations de négligence parentale, une négligence qui avait peut-être mené à la tragédie. L'affaire attira l'attention bien au-delà du comté de Clearfield. Les journaux de Philadelphie et de Pittsburgh publièrent des articles sur le fermier enterré vivant et ses fils dégénérés, mêlant sensationnalisme et véritable inquiétude face aux questions sociales et médicales soulevées par l'affaire. Des revues du médical demandèrent sautait-il l'autorisation d'examiner les Fields comme exemple de dégénérescence héréditaire. Les réformateurs sociaux affirmèrent que le cas démontrait la nécessité d'une meilleure surveillance des familles rurales, isolées, et d'une réglementation des mariages entre proches parents. L'opinion publique était divisée. Certains voyaient donc les fils comme des monstres ayant tenté de tuer leur propre père de sang-froid et méritant le châtiment le plus sévère. D'autres les considéraient comme des figures de tragiques, victimes de circonstances qui les dépassaient, dont la compréhension limitée et des décennies d'isolement avaient déformé le jugement au point qu'ils croyaient sincèrement que l'enterrement de leur père était une punition justifiée plutôt qu'une tentative de meurtre. Quelques voix, minoritaires toutefois, suggérèrent que Silas lui-même portait une part de responsabilité pour avoir créé les conditions qui menèrent à son propre enterrement. Le procès de Josiah, Caleb et Nehemiah Cunningham commença le 15 mai 1869 au tribunal du comté de Clearfield. Le juge Samuel Krebs présida des audiences qui durèrent 2 semaines et produisirent une transcription de plus de 500 pages. La salle d'audience resta pleine tout au long du procès. Des habitants locaux attirés par une curiosité morbide, des journalistes venus des grandes villes, des professionnels médicaux intéressés par les aspects héréditaires de l'affaire et des observateurs juridiques curieux de voir comment la Cour aborderait la question de la capacité mentale diminuée dans une situation aussi extrême. L'accusation, dirigée par James Hartwell, présenta une affaire simple. Wilhelm Hofmeister et Thomas Barnes furent appelés à la barre pour décrire la découverte de Silas enterré et le comportement suspect des frères. Le docteur Steinman témoigna de l'état physique de Silas lors de son sauvetage et des preuves médicales indiquant qu'il avait été enterré vivant pendant environ 3 jours. On présenta comme pièce à conviction la pelle trouvée près du site, la bâche retirée de la tombe et des photographies de l'excavation montrant la profondeur et la délibération du creusement. Moment le plus marquant, Silas lui-même fut appelé à témoigner. La salle devint silencieuse tandis que le fermier de 57 ans, encore émacié et affaibli par son épreuve, prit place à la barre. D'une voix calme, parfois brisée par l'émotion, Silas raconta les événements des 11 au 13 mars, la dispute qui avait dégénéré en violence, la décision de ses fils de l'enterrer, les 3 jours d'obscurité et de terreur sous terre, puis le moment où il entendit les coups de pelle au-dessus de lui et comprit qu'il allait peut-être survivre. Sous le contre-interrogatoire de l'avocat de la défense, Harold Bingham, Silas dut aborder les conditions ayant conduit à la confrontation. Bingham l'interrogea sur son histoire familiale, l'isolement imposé à ses fils, l'absence d'éducation et de contacts sociaux, la discipline sévère qu'il leur avait infligée. Silas admit les avoir frappés lorsqu'ils étaient enfants.
avoir contrôlé chaque aspect de leur vie, les avoir empêchés de quitter la ferme ou de vivre de façon indépendante. Mais il soutint que tout ce qu'il avait fait était été motivé par la nécessité. Protéger ses fils d'un monde qui les rejetterait, empêcher les étrangers de découvrir des secrets familiaux honteux, maintenir un foyer toujours au bord de l'effondrement. La défense centra sa stratégie sur la capacité mentale diminuée. Bingham rappela le docteur Steinman à la barre pour détailler son évaluation de l'état mental des fils. Steinman témoigna que Josiah était profondément déficient mentalement, fonctionnant bien en dessous de son âge réel, incapable de concevoir des plans complexes ou de comprendre des principes moraux abstraits. Caleb, dit-il, présentait une déficience modérée, accompagnée d'une instabilité émotionnelle, limitant gravement son jugement et sa maîtrise de soi. Nehemia, le plus apte des trois, montrait néanmoins des déficits dans le raisonnement moral et une faible capacité à anticiper les conséquences. Bingham soutint que des hommes souffrant d'altérations cognitives et émotionnelles aussi graves ne pouvaient y former l'intention nécessaire à une condamnation pour meurtre. Ils n'avaient même pas planifié de tuer leur père. La poche d'air laissée dans la tombe prouvait leur intention de lui permettre de survivre, au moins temporairement. Leur acte était une punition étrange, née d'une compréhension limitée et de décennies d'abus, non un meurtre prémédité. Il rappela que, confronté aux voisins, Josiah avait immédiatement voulu déterrer son père, démontrant que leur fragile plan s'effondrait dès qu'il subissait là la moindre pression extérieure. L'accusation répliqua que Nehemia, au moins, montrait une claire compréhension du bien et du mal. Cette tentative de maintenir une histoire de couverture, d'empêcher ses frères d'excaver Silas trop tôt et ses réponses calculées lors des interrogatoires prouvaient une capacité suffisante à former une intention criminelle. Même si Josiah et Caleb étaient d'homité diminuée, Nehemia avait dirigé leurs actions et devait être tenu pleinement responsable. Le moment le plus dramatique du procès fut le témoignage des trois fils. Josiah, quasi incompréhensible, répondait par des phrases de fragmentées, retombant parfois dans une sorte de langage privé qu'il partageait avec ses frères. Son témoignage était douloureux à entendre. Un homme adulte avec l'esprit d'un enfant de 7 ou 8 ans, tentant d'expliquer des actes qu'il ne comprenait visiblement pas, de plus en plus bouleversé jusqu'à ce que le juge mette fin à son témoignage. Caleb s'en sortit un peu mieux, mais peinait toujours à justifier ses raisons. Quand on lui demanda pourquoi ils avaient enterré leur père plutôt que de chercher de l'aide, il ne put que répéter « Il l'avait mérité, on a fait ce qu'il fallait ». Pressé de dire s'il savait qu'enterrer quelqu'un vivant pouvait le tuer, Caleb répondit d'abord oui, puis se contredit aussitôt en disant qu'ils avaient laissé de l'air pour qu'il puisse respirer, signe d'une réelle confusion entre leurs actes et leurs conséquences. Le témoignage de Nehemia fut le plus cohérent, donc le plus accablant. Il comprenait clairement la gravité de leurs actions. Il admit que c'était mal d'enterrer quelqu'un vivant, mais affirma que des décennies d'abus et le refus de leur père de leur accorder la moindre indépendance les avaient armés, laissés sans autre issue. Il se sentait piégé, incapable d'imaginer un avenir où il pourrait échapper au contrôle paternel. L'enterrement, dit-il, fut un acte de désespoir, non un meurtre prémédité. Sous le contre-interrogatoire, Hartwell détruisit sa crédibilité en exposant les contradictions de son récit et en démontrant qu'il avait tenté de manipuler ses frères pour garder le silence, même après que les voisins eurent commencé à se douter. « Vous saviez que ce que vous faisiez était mal », déclara Hartwell. « Vous saviez que c'était un crime. Vous saviez que votre père pouvait mourir. Vous saviez que vous seriez pendu si on vous attrapait. Et vous l'avez fait quand même, puis vous avez tenté de le cacher. Ce n'est pas du désespoir, c'est de la malveillance calculée. » Le jury délibéra pendant 3 jours. Une durée exceptionnellement longue, signe de profond désaccord sur le verdict. Le 30 mai 1879, il rendit une décision complexe. Josiah fut déclaré non coupable pour cause d'insanité mentale, ses déficiences étant trop profondes pour former une intention criminelle.
Caleb fut reconnu coupable de tentative de meurtre, mais avec recommandation de clémence, compte tenu de sa capacité diminuée. Néhémia fut reconnu coupable de tentative de meurtre sans recommandation de clémence, le jury estimant qu'il possédait une compréhension suffisante pour être tenu pleinement responsable. Le juge Krebs prononça la sentence le 3 juin 1879, cherchant à équilibrer justice et compassion pour des hommes dont la vie avait été façonnée par des circonstances hors de leur contrôle. Josiah fut interné à l'hôpital psychiatrique de Pennsylvanie à Harrisburg pour une durée indéterminée, sans réel espoir d'amélioration. Caleb reçut 10 ans de travaux forcés à la prison d'État de l'Est, le juge notant que, malgré sa capacité réduite, il comprenait assez pour mériter une peine, bien que moindre que le maximum prévu par la loi. Néhémia écopa de 25 ans de travaux forcés, le juge déclarant que son intelligence et ses tentatives, calculées, de dissimulation, démontraient un degré de culpabilité exigeant une punition sévère, tout en reconnaissant les facteurs héréditaires et environnementaux ayant contribué à ses fautes morales. Silas assista à la sentence en pleurant silencieusement. Quand le tribunal lui permit de s'exprimer, il dit simplement « Je leur pardonne, ce sont mes fils, j'aurais dû mieux faire pour eux, nous aurions tous dû mieux faire. » La dispersion de la famille Cunningham après le procès marqua la fin d'une lignée devenue toxique par des générations d'isolement et de consanguinité. La ferme fut vendue aux enchères pour payer les dettes judiciaires et achetée par une famille voisine qui détruisit l'ancienne maison et en construisit une nouvelle ailleurs sur la propriété, comme si la distance physique pouvait effacer la tragédie. Silas Cunningham ne se remit jamais complètement de son épreuve, bien que ses blessures physiques eurent guéri. Il vécut encore 3 ans, hébergé par des parents de sa défunte épouse Martha, qui l'accueillirent par charité chrétienne. Il travailla parfois comme journalier, mais resta hanté par des attaques de panique dans les espaces clos, des cauchemars le réveillant en hurlant et une incapacité à rester seul après la tombée de la nuit. Il mourut en 1882, à l'âge de 60 ans, officiellement de pneumonie, mais en réalité d'un esprit brisé ayant renoncé à la vie. Josiah Cunningham passa le reste de sa vie à l'hôpital psychiatrique. Les dossiers décrivent un patient incapable de s'adapter à l'institution, confus quant à la raison de sa séparation d'avec ses frères, parfois violent lorsque les gardiens tentaient de le déplacer. Il mourut en 1891 à l'âge de 43 ans, la cause officielle étant des complications liées à la grippe, bien que ses soignants notèrent qu'il avait cessé de s'alimenter plusieurs semaines avant sa mort, comme s'il avait simplement perdu la volonté de continuer. Caleb purgea la totalité de sa peine de 10 ans à l'Eastern State Penitentiary, un lieu censé favoriser la réhabilitation des criminels, mais particulièrement mal adapté à quelqu'un avec ses limitations. Les registres de la prison le décrivent comme un détenu difficile, non violent, mais incapable de suivre des instructions complexes, sujet à des crises émotionnelles lorsqu'il était frustré, nécessitant une surveillance constante pour éviter qu'il ne s'aventure dans des zones dangereuses. Il fut libéré en 1889, à l'âge de 38 ans, retourna brièvement dans le comté de Clearfield, puis disparut des registres historiques. Des rumeurs le situèrent à divers endroits au fil des ans, travaillant dans un camp de bûcherons au nord de la Pennsylvanie, vivant en marge dans les régions minières, ou mort dans un accident de mine dans les années 1890. Mais aucune de ces versions ne fut jamais confirmée. Néhémia s'adapta le mieux à l'incarcération, ce qui correspondait à son intelligence supérieure. Il apprit rapidement les routines de la prison, trouva du travail à l'atelier où l'on fabriquait des chaussures, et resta pour la plupart du temps solitaire. Ni populaire, ni vraiment problématique, il vivait dans une zone grise de participation minimale à son environnement. Les notes de l'aumônier mentionnent des conversations occasionnelles avec Néhémia au sujet de son crime. Il exprimait des remords qui semblaient sincères, mais aussi curieusement détachés, comme s'il parlait d'événements arrivés à quelqu'un d'autre. Néhémia fut libéré en 1904 après avoir purgé la totalité de sa peine de 25 ans. Il avait 49 ans. C'est des traits inhabituels
était désormais marqué par des décennies de travaux forcés et de mauvaises conditions carcérales. Il retourna brièvement dans le comté de Clearfield, mais la communauté qui avait assisté à son procès lui fit comprendre qu'il n'était pas le bienvenu. Il partit, et comme son frère Caleb, disparut presque totalement des registres officiels. La dernière trace confirmée de lui date de 1908 à Pittsburgh, où il vivait dans une pension et travaillait comme gardien de nuit dans un entrepôt. Il aurait eu 53 ans. Après cela, rien. Aucun acte de décès, aucun emploi recensé, aucune trace de ce qu'il était devenu. L'affaire Cunningham eut des répercussions durables au-delà de ses protagonistes immédiats. Elle poussa la Pennsylvanie à renforcer les lois interdisant les mariages entre proches parents, avec des sanctions précises en cas de violation. Elle entraîna une attention accrue envers les familles rurales isolées, les autorités locales recevant le pouvoir d'enquêter sur les signalements de maltraitance ou de négligence dans les fermes reculées. Elle devint une étude de cas dans les débats juridiques sur la capacité mentale diminuée et la maladie mentale héréditaire, citée dans des décisions de justice pendant des décennies. Les professionnels de santé utilisèrent l'affaire pour approfondir la compréhension des effets de la consanguinité. Le docteur Steinman publia en 1880 un article détaillé dans un journal médical de Philadelphie, utilisant les frères Cunningham comme exemple de dégénérescence héréditaire et plaidant pour des mesures de santé publique visant à prévenir les mariages consanguins. Son travail, rudimentaire selon les critères modernes, représentait néanmoins une reconnaissance précoce du fait que certaines conditions génétiques pouvaient se transmettre et s'aggraver par les unions entre proches. L'affaire entra aussi dans le folklore local, souvent déformé et amplifié. Dès les récits circulaires sur les frères cannibales du comté de Clearfield, les enfants du diable qui avaient enterré leur père, et d'autres fictions à peine liées à la réalité. Ces histoires servaient plusieurs fonctions: mises en garde contre les dangers de l'isolement, justification d'une ingérence communautaire dans la vie privée, divertissement pour amateurs d'horreur gothique. Mais elles masquaient la véritable tragédie humaine. Une famille détruite par la pauvreté, l'ignorance et les conséquences biologiques d'une consanguinité prolongée, des circonstances que les fils n'avaient probablement pas choisies. Dans les décennies suivantes, le site de l'enterrement devint un point d'intérêt morbide. Bien que la ferme eût été démolie et le terrain réaffecté, les habitants connaissaient encore l'emplacement approximatif où Silas avait été enterré vivant. Des histoires apparurent, bruits étranges entendus près du site, animaux refusant de traverser certains endroits, cultures refusant de pousser là où la tombe avait été creusée. Ces détails surnaturels étaient presque certainement faux, fruits de l'imagination et de la tendance humaine à créer des légendes à partir de tragédies, mais ils persistèrent malgré tout. Les documents légaux de l'affaire, transcriptions du procès, rapports médicaux, jugements, furent scellés par ordonnance du tribunal en 1885, officiellement pour protéger la vie privée des membres survivants de la famille, mais aussi parce que les détails étaient jugés trop troublants pour le public. Les documents restèrent scellés près d'un siècle et ne furent ouverts aux chercheurs qu'en 1979, exactement 100 ans après les événements décrits. Lorsqu'ils furent enfin examinés, ils révélèrent une histoire plus complexe et tragique que les versions simplifiées qui avaient circulé. Ils montraient une famille piégée par des circonstances largement hors de son contrôle. Pauvreté les empêchant de chercher de l'aide, isolement social les privant de tout regard extérieur, dégâts génétiques issus d'une consanguinité antérieure à leur naissance et un système juridique mal équipé pour traiter des cas où la capacité mentale réduite compliquait la notion même de responsabilité criminelle. L'affaire Cunningham nous oblige à affronter des questions inconfortables sur la faute et la responsabilité. Josiah, Caleb et Nehemiah étaient-ils des monstres ayant tenté de tuer leur père, ou étaient-ils les victimes d'un système, biologique, social et juridique, ayant créé les conditions de la tragédie? Silas était-il un père cruel ayant reçu ce qu'il méritait?
ou bien lui aussi une victime des séquelles héréditaires et de la pauvreté, faisant de son mieux avec ses moyens limités? Et quelle responsabilité la communauté portait-elle pour avoir laissé une famille vivre dans une telle isolation que ses dysfonctionnements purent dégénérer jusqu'à une tentative de meurtre? Les réponses ne sont pas simples, et c'est peut-être là la leçon la plus importante de la tragédie Cunningham. Les fils n'étaient pas des monstres surnaturels, mais des hommes brisés ayant commis un crime terrible dans des circonstances où les jugements moraux simples ne suffisent plus. Leur histoire nous rappelle que l'horreur ne requiert ni fantômes ni démons. Les récits les plus troublants sont parfois les plus humains, lorsque des individus ordinaires font des choix terribles pour des raisons compréhensibles, sinon excusables, et lorsque la frontière entre victime et coupable devient si floue qu'on ne peut plus les distinguer. La dernière personne connue à posséder un lien direct avec l'affaire Cunningham fut Margaret Hofmeister, la fille de Wilhelm Hofmeister, celui qui avait aidé à sauver Silas. Elle vécut jusqu'en 1953, mourant à l'âge de 94 ans. Dans une entrevue accordée à un historien local en 1948, elle se souvenait des récits de son père sur la famille Cunningham et le sauvetage. « Mon père disait que c'était la chose la plus terrible qu'il ait jamais vue, » rapporta-t-elle. Pas seulement l'homme dans la terre, bien que ce fût déjà affreux, mais le regard de ces garçons lorsqu'ils le déterraient. Ils semblaient perdus, comme des enfants ayant fait quelque chose de mal, sans vraiment comprendre pourquoi c'était mal. C'est cela qui l'a hanté le reste de sa vie, pas la cruauté, mais la confusion. Ils ne comprenaient vraiment pas ce qu'ils avaient fait de mal. Et peut-être que cette confusion, cet écart entre l'action et la compréhension, est la véritable horreur au cœur de l'histoire Cunningham. 3 hommes qui enterrèrent leur père vivant, sans saisir pourquoi c'était mal. Un père qui leur pardonna, même lorsqu'ils furent condamnés pour avoir tenté de le tuer. Une communauté incapable de décider s'il fallait condamner les fils comme criminels ou les plaindre comme victimes. Un système judiciaire peinant à appliquer des notions telles que la culpabilité et la responsabilité à des hommes dont la capacité morale avait été compromise avant même leur naissance. La ferme des Cunningham n'existe plus aujourd'hui, remplacée par la forêt qui a reconquis les terres autrefois défrichées. L'emplacement exact de la tombe est oublié, effacé par le temps et les changements qu'un siècle et demi apportent à tout paysage. Tous les protagonistes sont morts, leurs descendants dispersés ou inconscients de leurs liens avec les événements de 1879. Les preuves de le matériel ont disparu depuis longtemps, la maison détruite, la tombe envahie par la végétation, les outils et artefacts perdus ou détruits. Ce qui demeure, c'est l'histoire elle-même, conservée dans les archives judiciaires et les journaux, dans les publications médicales et les précédents juridiques, dans les souvenirs effacés d'une communauté qui a presque oublié, mais pas tout à fait effacé, ce qui s'est passé dans cette ferme isolée de Pennsylvanie. C'est une histoire sans véritable héros ni méchant simple, sans surnaturel ni morale facile, juste des êtres humains, brisés, désespérés, se faisant du mal dans des circonstances où juger est difficile et compatir inconfortable. Voilà la véritable héritage de l'affaire Cunningham. Non pas les détails sensationnels d'un homme enterré vivant, mais la vérité plus dure. Parfois, les histoires les plus troublantes sont celles qu'on pourrait comprendre. Si seulement on possédait tous les faits, tout le contexte, toute la clarté pour voir comment des êtres humains, abîmés, en viennent à faire des choix terribles. L'horreur n'est pas dans l'incompréhension de ce qui s'est passé dans cette ferme de Pennsylvanie en 1879. L'horreur, c'est que nous pouvons le comprendre. Trop bien.